Ensemble, nous pouvons bâtir l'Égypte, c'est ce qu'a déclaré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pendant l'inauguration du projet du port de l'Est de Port Saïd. C'est une déclaration très importante faite par le président, bien sûr, alors que la région du Proche-Orient se trouve dans un conflit acharné entre les grandes puissances mondiales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne et directe, votre fenêtre sur les grands débats. Je dois commencer cette nouvelle édition par les bonnes nouvelles et avec plus de précision, samedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a donné le feu vert au projet de développement de l'Est de Port Saïd. Il s'agit de commencer à exécuter un géant port maritime dans cette région, outre une zone industrielle, une zone logistique ainsi qu'une zone urbaine. Une quatrième zone sera consacrée aux fermes piscicoles. Une zone de tunnel sera également aménagée pour lier le sud de Port Saïd à l'est et à l'ouest de l'Égypte et ce pour relancer le développement des investissements par les Égyptiens et même par l'appui des forces armées. À cette occasion, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a assuré, je cite, « Nous ne pouvons pas lancer un projet avant que son étude ne soit terminée de façon exhaustive. Une bonne étude incluant tous les aspects. » Donc c'est un message très important lancé ou dirigé à ceux qui essaient toujours de mettre en doute les résultats, les fruits de grands projets nationaux. Dans son allocution faite pendant cette occasion de l'inauguration de port, il a ajouté que tout le monde doit savoir que nous n'entamons jamais un projet sauf s'il est bien étudié, car il s'agit de ressources que nous payons pour réaliser les aspirations des Égyptiens. Et la renchérie que le projet de l'axe du canal de Suez a commencé en 2002 en tant qu'une idée pendant 13 ans. Et très peu a été réalisé. Le projet présenté aujourd'hui par le Premier ministre, Dr Chérif Ismaïl, le général Kamel El-Wazir, inclut un projet en cours. Quand nous parlons de réaliser le projet en 2 ans, c'est un exploit. Nous devons souligner ce mot utilisé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Encore une fois, quand nous parlons de réaliser le projet en 2 ans, c'est un exploit, alors que ce projet peut être réalisé dans l'espace de 10 ou même de 15 ans. A-t-il souligné de poursuivre, je cite, « Je dis aux Égyptiens que vous avez fait un grand exploit. Il y a des entreprises qui travaillent jour et nuit dans des endroits que nul ne connaît, et ce pour être à l'abri des oiseaux de mauvais augure. Nous n'avons d'autre option que de travailler pour nous, nos enfants et pour nos petits-enfants. Mais nous sommes vraiment en retard. » Le président a également assuré que l'Égypte fait face à 3 grands défis, lesquels sont le terrorisme, la corruption, la lutte anti-corruption et le grand défi, la réussite à construire les institutions de l'État. Et il a terminé même son discours pendant cette occasion. Je cite, « Ensemble, nous bâtirons l'Égypte. Je ne peux pas construire seul. Un État ne crée pas un peuple. C'est le peuple qui fait l'État et c'est le peuple qui le protège. » A souligné le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Autre nouvelle très importante, Manuel Valls va recevoir le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lundi. Information avec plus de détails, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui sera à Paris pour la COP21, sera reçu lundi par Manuel Valls. C'est ce qu'a annoncé Matignon vendredi dans un communiqué. Le président égyptien rencontrera le Premier ministre français à 8h15 pour un petit déjeuner de travail. Au menu de cet entretien figure la coopération bilatérale, les échanges sécuritaires et la COP21, a-t-on précisé vendredi à Matignon. Le président égyptien, qui rencontrera également le président français François Hollande, doit dîner dimanche à soir avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a-t-on précisé de même source. Abdel Fattah al-Sisi et Manuel Valls avaient conclu le 10 octobre au Caire la vente à l'Égypte de 2 navires militaires Mistral. Les 2 bâtiments devraient être livrés en Égypte en février-mars
2016. Il y a une autre question très très importante et dans le cadre de sa visite à Paris, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi va présenter la vision de l'Afrique tout entière, la vision des pays en développement en ce qui concerne l'avenir de l'environnement. Et bien sûr, comme vous savez, chers téléspectateurs, il y a toujours deux critères, deux mesures, même dans la lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi on trouve que la place de la République est recouverte par 4 tonnes de chaussures à Paris. Et des milliers de manifestants forment une chaîne humaine encore dans la capitale française. Le président du Niger a plaidé, selon lui, je cite, « Il faut que les pollueurs payent ». Il faut un accord contraignant à Paris, des engagements clairs, fermes. Il faut que le commerce des émissions de gaz à effet de serre et du carbone soit organisé, a précisé le président nigérien Mamadou Issoufou. Toujours des défis très très majeurs devant les pays en voie de développement et toujours une stratégie de deux mesures, deux poids, deux mesures. Pratiquée par les grandes puissances mondiales, même dans la lutte contre le changement climatique. En même temps, nous devons actuellement passer à notre principal sujet de ce soir, c'est l'affrontement entre les Turcs et les Russes après le bombardement de l'avion bombardier bien sûr russe en Syrie. Un chasseur russe, comme vous venez de savoir, vient d'être abattu par 2 chasseurs turcs. Selon des sites internet d'actualité, selon même la presse francophone, information terrifiante mais aussi très prévisible, commençons par une hypothèse pratiquement certaine, et il n'y a aucun doute que c'est aussi l'hypothèse du gouvernement russe. Entre guillemets, la Turquie, en envoyant des F-16 dont les Américains fournissent les pièces détachées et les munitions, a fait cela avec le plein accord et le soutien des États-Unis quand on sait que la Turquie, membre de l'OTAN, n'est rien d'autre qu'un vassal. On peut penser qu'à suivre cette politique de la corde raide. Donc, je dois actuellement, même cet attentat contre le bombardier russe a été qualifié par le président Poutine en tant qu'un coup dans le dos. Donc, je dois vous présenter actuellement un reportage qui va jeter la lumière sur les répliques russes à l'égard de cet attentat. Interdiction des vols charter entre la Russie et la Turquie, interdiction aux employeurs russes d'embaucher des travailleurs turcs ou encore interdiction des importations de certaines marchandises turques. Vladimir Poutine a signé samedi un décret adoptant un ensemble de mesures de rétorsion économique en réponse au crash d'un bombardier russe abattu mardi par l'aviation turque à la frontière syrienne. Ces mesures préparées par le gouvernement russe visant à assurer la sécurité nationale et celle des citoyens russes, selon le texte publié par le Kremlin. À partir du 1er janvier 2016, les employeurs russes ne pourront plus recruter du personnel parmi les citoyens de la République de Turquie, note le décret, qui limite aussi la possibilité pour les organisations sous juridiction turque de travailler sur le territoire russe. Le texte prévoit également, sans donner de date, l'interdiction ou la limitation des importations de certains types de marchandises venant de la République turque, d'après une liste définie par le gouvernement russe dont la composition n'a pas été rendue publique. Selon le service de presse du Kremlin, cité par les agences russes, Vladimir Poutine a chargé son gouvernement de définir une liste de biens et de services auxquels les mesures économiques ne s'appliquent pas. Vladimir Poutine a en outre demandé au gouvernement russe de prendre des mesures pour une interdiction du transport aérien charter entre la Russie et la Turquie, tandis que les tours opérateurs russes devront s'abstenir de proposer aux citoyens russes des produits impliquant une visite sur le territoire de la Turquie. Les compagnies aériennes turques devront par ailleurs se soumettre à davantage de contrôles sur le territoire russe pour des raisons de sécurité. Le décret officialise aussi le rétablissement du régime des visas pour les Turcs annoncé vendredi par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Les relations entre Ankara et Moscou traversent une grave crise depuis que l'aviation turque a abattu mardi un chasseur bombardier russe
Sukhoi 24 à sa frontière avec la Syrie. Furieuse, la Russie accuse depuis l'incident la Turquie d'avoir partie liée avec l'organisation Daesh et exige des excuses que le président turc Recep Tayyip Erdogan a d'ores et déjà exclu de présenter. Donc pour analyser cet affrontement entre les Turcs et les Russes, pour analyser même la réplique de vengeance de la part des Russes à l'égard de ces derniers attentats perpétrés par, bien sûr, les Turcs qui font partie de l'OTAN. Nous avons actuellement à partir de la France, Monsieur Khaled Abdelhafiz, c'est un journaliste, mais avant même de commencer cette nouvelle discussion à propos de l'action et la réaction entre les Russes et les Turcs, entre les Russes et les Occidentaux en général, je dois présenter ces questions. Monsieur Khaled Abdelhafiz, vous avez suivi ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris en ce qui concerne la COP21. Comment vous avez observé même la réaction de la rue et des écologistes vis-à-vis de cette conférence de Paris? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir, plutôt. Bonsoir, plutôt. Oui. Donc, ce qui est remarquable dans ce sommet sur l'environnement, on dirait qu'il y a des préparations et une confiscation un peu partiellement des buts par rapport à la crise donc, russo-turque et donc les tentatives de rapprochement entre la Turquie et les Russes. Oui. En fait, avant Monsieur Khaled Abdelhafiz, avant de discuter de ce sujet, comment vous observez actuellement les préparatifs faits sur le terrain pour la tenue de la conférence de la COP 21 à Paris? Comment vous avez même observé la réaction de la rue aujourd'hui? Pareil. Oui. En fait, on rappelle les éditeurs que la France est en état d'urgence actuellement. Et donc, cette préparation, logistiquement, est un peu difficile. Et ils ont annoncé pas mal de perturbations par rapport au mouvement des citoyens. Oui. Beaucoup de blocages par rapport au transport urbain, par rapport aux axes routiers. Donc la journée de demain s'annonce un peu noire par rapport à la fluidité de transport. Bien sûr, ça gêne déjà les usagers. En plus, donc Paris, à cause de cette urgence et de l'interdiction donc des marches, oui, a interdit toutes sortes de manifestations en rapport avec ce sommet. oui. Peut-être que chaque année, il y a des mouvements d'organisations non gouvernementales à gauche, à droite, un peu partout dans le monde, pour influencer le cours des discussions dans ces sommets-là. Oui. Ça se passe partout dans le monde, sauf à Paris, là où il y a la réunion. Oui. En marge de cette réunion COP21, Poutine boude son homologue turc, c'est-à-dire Poutine refuse toujours de rencontrer Recep Tayyip Erdogan. Selon les dernières déclarations, est-ce qu'il y aura un changement de la part des Russes en ce qui concerne ce point? Est-ce qu'il y aura des excuses présentées de la part de la Turquie pour l'attentat contre le bombardier russe en Syrie? En effet, il y a déjà eu des changements par rapport à la position turque depuis le début, avec sa fermeté, comme quoi ils ont fait l'action convenablement ou conformément aux règles à ce qu'on appelle l'autorité de la Turquie sur son territoire. Mais finalement, hier, Erdogan a dit qu'elle regrette, ou plutôt qu'il est malheureux pour cet événement-là. Donc il y a déjà un changement de ton. Les Turcs essayent de faire un rapprochement. Ouais. Poutine, apparemment, visiblement, boude toujours, donc c'est le président turc, Ouais. mais rien n'est fixé d'avant, rien n'est joué d'avance. Peut-être il y aura un changement si jamais les États-Unis
essaye de faire un rapprochement par des jets géopolitiques. C'est toujours Erdogan regrette. Oui, c'est toujours Erdogan regrette seulement cet incident et non pas il a présenté des excuses. Oui, c'est le simple fait qu'il regrette et il est en train de jouer sur les mots, mais c'est pas des excuses, non. Non, c'est pas des excuses. C'est en même temps il dit il regrette, mais en même temps il dit nous allons refaire la même chose. Mais si c'est les Turcs, si c'est des Russes, on va pas abattre l'avion russe. Il y a des contradictions dans ces déclarations. C'est pas clair, mais ça se voit qu'il y a une volonté de changer quelque chose, de refaire un rapprochement, parce que les sanctions russes envers la Turquie, c'est lourd quand même. Oui, je dois présenter, ou plutôt je dois jeter la lumière avec plus de détails, ou sur les détails même de la réplique de Russes à l'égard des Turcs après cet incident. Par exemple, premièrement, Poutine boude Erdogan. Deuxièmement, l'ambassade de Turquie à Moscou a été saccagée. Même les Turcs devront de nouveau se doter d'un visa s'ils veulent, arriver ou même entrer en Russie. Des sanctions économiques contre l'agriculture turque. Le ressortissant russe en Turquie est invité à rentrer et même des sanctions économiques qui ont été faites et déclarées de la part du président Vladimir Poutine samedi. Donc, comment vous évaluez cette réplique de la part de Poutine jusqu'à maintenant? Poutine emploie les cartes économiques. En fait, c'est là où il peut faire mal, c'est là où il y a des pressions. Il y a d'autres mesures encore, vous n'avez pas cité, mais pour voir l'importance de ces mesures-là, des sanctions russes envers la Turquie, il faut donc estimer l'importance de relations économiques entre la Turquie et la Russie. Ce sont des relations qui s'évaluent à la hauteur de 45 milliards de dollars, un peu plus en faveur des Russes qu'en faveur des Turcs. Par contre, pour les Russes, ceci représente environ 4,5% de leur économie, de leur commerce extérieur. Par rapport aux Turcs, ça représente 20% quand même. C'est très lourd pour les Turcs. Donc, les Russes, ils sont influencés, on va dire, 5 fois moins que les Turcs par ces mesures-là. Évidemment, ça fait très mal à l'économie turque qui est déjà en crise actuellement, avec la chute du livre turc. Depuis le début de la crise syrienne, qui a perdu pas mal de sa valeur. Ouais. En plus, ça met en péril les accords entre Poutine et Erdogan, qui ont prévu une augmentation des échanges économiques entre la Russie et la Turquie. Oui. Oui. En fait, toujours les États-Unis et après cela l'OTAN soutiennent toujours la position turque. Et en même temps, on trouve que cette position ranime les anciennes animosités entre les Turcs et les Russes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? En effet, quand on regarde le déroulement des affaires, les Turcs ne peuvent pas faire ce geste d'abattre un avion de combat russe sans un signal de la part des États-Unis. Pourquoi ceci? Parce qu'il y avait des accords entre les Russes et les Américains, des conventions pour éviter les incidents. Les Russes déclaraient aux Américains la position de leurs avions, la date de leur départ, la date de leur retour, le circuit qu'il va faire pendant ces opérations. Et bien sûr, les États-Unis font partie de l'OTAN comme la Turquie, donc la Turquie avait déjà ces informations-là. Elle ne peut pas dire que nous, on ne connaissait pas cet avion, il était acquis. Ouais. Donc, cette action-là, elle était donc visée et voulue en quelque part. En fait, l'une des raisons les plus importantes pour laquelle la Russie est intervenue en Syrie, c'est le pétrole. Et comme vous savez, pendant les derniers jours, même avec le commencement des raids aériens lancés par les Russes contre les positions et les objectifs de Daesh en Syrie,
on trouve que les Russes ont essayé toujours de détruire les champs pétroliers, les stations pétrolières de Daesh. Et même Vladimir Poutine a fait une déclaration très très importante. Selon lui, les Turcs sont les grands profitants de ce pétrole vendu par Daesh. Vous les aussi, hein, oui. Oui, et bien sûr, comme vous savez, les Turcs sont les alliés des Américains. Donc Daesh contrôle toujours des champs pétroliers en Irak, des champs pétroliers en Syrie. Les Turcs essaient toujours, les Turcs, c'est-à-dire le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, essaie toujours de profiter de telles sources d'énergie. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est une raison très importante qui ont poussé les Turcs à perpétrer cet attentat contre le bombardier russe, c'est-à-dire ne touche pas à Mapin? En fait, juste avant la descente de cet avion russe, les Russes ils ont bombardé une série de camions qui venaient de la part de terres occupées par Daesh vers la Turquie. Il y avait environ 1700 camions qui portaient du pétrole vers la Turquie. Oui. Et d'après récemment les nouvelles d'opération russes, ils disent que l'homme d'affaires qui supervise toutes ces affaires-là de vol de pétrole syrien et irakien, c'est le fils d'Erdogan lui-même. Oui. Sans parler que le ministre de pétrole en Turquie, c'est son gendre. C'est donc une affaire familiale pour Erdogan, cette affaire-là. Donc il y en a qui disent que Erdogan a fait une revanche pour défendre de là où il est en train de profiter. Ouais. Par contre, ce qui est très important, vous avez signalé ça dans votre discours, qu'une des causes majeures de l'intervention russe en Syrie, oui. c'est en fait, c'est pas le pétrole, c'est le gaz. Oui. Dernière question avant. Oui. Monsieur Khaled Abdel-Hafiz, en tant qu'un journaliste, en tant qu'un rédacteur en chef d'un site internet d'actualité en France, bien sûr, vous avez même observé les actions françaises visant à coordonner les efforts de la lutte contre Daesh. En même temps, les Français essayent d'être un trait d'union entre les Russes, entre les Américains, afin toujours de coordonner et harmoniser les efforts. Mais récemment, par exemple, le ministre des Affaires étrangères français, bien sûr, a fait une déclaration très très importante en ce qui concerne une lueur de coopération entre les Français et le régime de l'Assad dans la lutte contre Daesh. Donc, comment vous évaluez cette déclaration, notamment que, selon le site internet d'actualité de la RFI, Hollande recadre Fabius après ses propos sur la Syrie. Quelques heures plus tard, le chef de la diplomatie se voit obligé de préciser les déclarations ambiguës tenues le matin. La coopération avec l'armée syrienne dans la lutte contre Daesh n'est envisageable que dans le cadre d'une, entre des guillemets, transition politique crédible. À l'Élysée, on met le point sur les i. Donc, votre remarque, est-ce qu'il y aura une inflexion? Il y a déjà eu une inflexion de la part des Français dans cette affaire-là, mais on remarque que la France faisait partie dans la tête des pays qui faisaient la propagande contre la Syrie. Mais évidemment, c'est pas facile du tout à la France de changer de position de jour au lendemain. On a vu plusieurs hésitations, plusieurs donc aller-retour de la part des politiciens français dans cette affaire-là. Au début, Fabius lui-même a dit que Jabhat al-Nusra fait de bon boulot. Oui, il a dit que Bachar ne mérite pas d'exister sur Terre. Puis il a dit non, Bachar, il peut faire la période de transition, mais il va partir. Puis, il n'a pas arrêté de faire des allers-retours. Il a dit en Russie que l'intervention de l'armée arabe syrienne est la bienvenue. En France, le lendemain, donc il a changé. Mais ce qui est important, c'est le sens. Si on compare ces déclarations au début de la crise,
et dernière déclaration, on voit visiblement et très clairement un changement de politique. Oui. Monsieur Khaled Al-Hafiz, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique à partir de la France. Merci beaucoup pour vos analyses, vos points de vue. Et chers téléspectateurs, je dois actuellement vous présenter ce reportage qui va jeter la lumière sur le président français François Hollande qui a recadré Fabius, son chef de la diplomatie française, après ses propos sur la Syrie. Alors que la France a toujours été fermement contre toute collaboration avec le régime de Bachar al-Assad, qu'elle juge responsable de la très meurtrière guerre civile syrienne, la donne pourrait avoir changé suite aux attentats du 13 novembre. Laurent Fabius, invité ce vendredi matin de RTL, a ainsi ouvert la voie à une coopération avec les forces du régime pour mener la guerre contre Daesh. Il faut à la fois neutraliser Daesh et construire une solution politique en Syrie. Il y a une lueur, a déclaré le chef de la diplomatie française ce vendredi matin. Alors que François Hollande a multiplié les rencontres cette semaine pour constituer la grande coalition annoncée après les attentats du 13 novembre, il a notamment reçu David Cameron et Angela Merkel à l'Elysée et est allé à la rencontre de Barack Obama, Vladimir Poutine. Laurent Fabius a estimé qu'il faut 2 séries de mesures, les bombardements et des forces au sol en Syrie. Il a toutefois précisé que celles-ci ne pouvaient pas être les occidentales, mais des forces de l'armée syrienne libre, l'opposition modérée syrienne et des forces arabes sunnites, a cité le ministre des Affaires étrangères. On peut voir donc dans cette déclaration un revirement de la diplomatie française qui martèle depuis le début du conflit qui a fait plus de 250 000 morts et des millions de déplacés, réclamant le départ du président Bachar al-Assad. Dans une déclaration à la presse, Laurent Fabius a par la suite détaillé qu'une participation de l'armée syrienne dirigée par le président Bachar al-Assad à la lutte contre Daesh ne peut être envisagée que dans le cadre de la transition politique. Elle pourrait être envisagée dans le cadre de la transition politique et uniquement dans ce cadre, a-t-il expliqué. Le ministre des Affaires étrangères a précisé que l'objectif militaire premier demeurait Raqqa, le bastion du groupe terroriste en Syrie, cible de raids intensifs des aviations russes et françaises depuis plusieurs jours. À la suite de la visite de François Hollande en Russie, Paris et Moscou ont décidé de coordonner leurs frappes contre Daesh et de renforcer leur échange d'informations pour ne pas bombarder les forces qui ne sont pas terroristes et qui combattent Daesh. Alors que la Russie a été plusieurs fois accusée de bombarder les groupes rebelles modérés, François Hollande a souligné que ces frappes ne viseraient pas désormais ceux qui luttent contre Daesh. Donc à l'Elysée, on met les points sur les i, la mise au point est nette et sèche, entre deux guillemets, travailler avec l'armée syrienne, il n'est aujourd'hui pas question des actions communes, ça pourrait devenir possible, c'est vrai, dit l'Elysée, mais à plusieurs conditions, si et seulement si un gouvernement d'union nationale est en place, un gouvernement inclusif, insiste la présidence. Donc pour avoir plus d'analyse, pour plonger avec plus de profondément ou dans plus de profondément de ce qui se passe sur la scène politique internationale. Nous avons actuellement en ligne de l'ATV international Dr Saïd Zulfouqar. C'est un observateur politique de renommée internationale et vous êtes toujours le bienvenu sur l'ATV international, M. Saïd Zulfouqar. Ma question, les dernières déclarations faites par Laurent Fabius à propos d'une certaine coopération avec l'armée syrienne qui ont pour but la lutte contre Daesh. Est-ce que cela représente des indices ou des prémices sur une inflexion de la politique étrangère de la France envers le régime syrien? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un test? C'est quoi, selon vous? Je pense que c'est le résultat de la visite que vient de faire le président Hollande en Russie, et c'est pour parler avec le président Poutine. Je pense qu'ils ont dû se mettre d'accord que la France mettrait, pour l'instant en sourdine, leur politique extrêmement anti-Bachar el-Assad, oui, et qu'ils participeraient avec la Russie
à éliminer, ou disons à réduire le potentiel non seulement de Daesh, mais d'autres groupes, parce qu'ils ont dit Daesh et d'autres groupes sans les énumérer. Je pense qu'il y a certainement un changement louable de la politique française. Est-ce que nous pouvons dire encore qu'il y a un certain conflit entre les institutions de l'État français, c'est-à-dire il y a un conflit ou un point de convergence entre le président François Hollande et son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius? C'est certain. Laurent Fabius a toujours été beaucoup plus va-t-en-guerre contre le régime syrien que le président Hollande. Il a une politique très proche de celle d'Israël et de l'Amérique. Or, maintenant, c'est quand même le président qui est plus important que son ministre des Affaires étrangères. Ouais. Il faudra absolument qu'il se mette dans le rang. C'est-à-dire qu'il réduise ses invectives envers le régime, envers le président syrien. Je pense qu'ils devront se mettre d'accord. Pour l'instant, effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a un ton différent, que ce soit le président qui, lui, a négocié avec Poutine, et ce que dit Laurent Fabius. Mais je pense que ce sera le président qui aura la haute main, bien sûr. Oui. Il vaut mieux tard que jamais si Fabius est sérieux concernant l'idée de travailler avec l'armée syrienne, avec les forces qui luttent sur le terrain contre Daesh. Alors nous le saluons, c'est ce qu'a déclaré Walid el-Mouallem, et d'ajouter, mais cela nécessite un changement radical dans leur manière de gérer la crise syrienne. Donc ce sont des déclarations faites par le côté syrien. Les mots de Laurent Fabius ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, selon les médias français. Donc, comment vous évaluez toujours la réaction du régime syrien, notamment que le chef de la diplomatie syrienne n'a pas manqué de critiquer même la position de l'Europe dans la crise syrienne, la jugeant erronée. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a une position européenne. L'Europe n'est pas unie sur sa politique, elle n'a pas de politique étrangère. Oui. Il y a un ministre, si vous voulez, c'est Mme Morghalisi. Mais ce n'est pas... Chaque pays continue à sa propre politique. La France, finalement, mieux vaut tard que jamais, est en train de réaliser que si la priorité, c'est d'abattre le terrorisme de Daesh, mais pas seulement de Daesh, également Jabhat al-Nusra, qui faisait partie de Daesh. C'est Daesh qui a créé Jabhat al-Nusra, il ne faut pas l'oublier, c'est l'Al-Qaïda. Daesh s'appelait à l'origine Al-Qaïda en Irak. C'était l'Al-Qaïda. Donc et Jabhat al-Nusra est un élément très important dans le conflit syrien. Alors je pense qu'effectivement, il y a un changement qui est dû au fait que les Américains ont refusé, quand le président Hollande est parti voir Obama juste avant de voir Poutine, les Américains ont refusé de participer avec l'Europe, avec la France en particulier, à réduire l'importance des forces de Daesh en Syrie. Donc il s'est retourné à la Russie, qui elle ne demande pas mieux que d'avoir un allié. Finalement un allié, à part l'Iran, parce que le seul autre allié... Donc je dois m'arrêter devant ce point très, très essentiel. Actuellement, après avoir bombardé les bombardiers russes en Syrie par les Turcs et les alliés américains, à quel point vous trouvez que les Américains essaient toujours de pousser les Européens, les Occidentaux en général, à être entre deux choix, à être entre deux menaces ou deux choix? L'impérialisme russe et la menace des terroristes, entre deux guillemets, des islamistes ou même des Daesh. Donc, est-ce que je crois que vous utilisez un mot lequel je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'impérialisme russe dans ce cas-là. L'Amérique a plus de 1000 bases militaires dans le monde, partout dans le monde. La Russie n'en a qu'une seule, à part tous en Syrie. C'est la seule base qu'elle a à l'étranger. Il n'y a pas d'impérialisme russe. Les Russes sont en train de défendre leurs intérêts en Syrie. Bon, l'Amérique, malheureusement, l'Amérique n'est plus en train d'être écoutée entièrement par l'Europe, mais je pense que ce qui s'est passé, l'avion qui a été abattu par la chasse turque, ne l'aurait jamais fait s'il n'avait pas reçu un feu vert des Américains. Donc c'est pour
brouiller la situation. L'Amérique qui au début prétend vouloir éliminer Daesh, mais en fait Daesh ce sont ces gens à eux. C'est l'Amérique qui veut que Daesh ne se batte pas en Irak et se batte en Syrie. Et en même temps, les premières victimes de Daesh, ce sont les musulmans, ce sont les Arabes, et enfin, ce sont les Africains. Après cela, c'est les Européens. Donc, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. Je dois vous présenter actuellement ce reportage qui jette, ou plutôt qui va jeter la lumière sur l'Afrique, victime du terrorisme. Un kamikaze a fait détonner ces explosifs qui a provoqué la mort des fidèles rassemblés dans un village proche de Kano, a annoncé le groupe terroriste Boko Haram dans un communiqué en arabe posté sur les réseaux sociaux. Et avec la permission d'Allah, nos attaques contre les polythéistes chiites se poursuivront jusqu'à ce que nous ayons nettoyé la terre de leur saleté, a averti le groupe terroriste qui a prêté allégeance à Daesh. L'attaque perpétrée par un kamikaze a fait 22 morts et 38 blessés parmi une foule de fidèles qui participaient à une marche de Kano à Zaria dans l'état voisin de Kaduna pour marquer le 40e jour du deuil chiite de l'Achoura. L'arrivée à Zaria prévue le 3 décembre a été censée coïncider avec le pèlerinage de Kerbala en Irak où se trouve le tombeau de l'imam Hossein, petit-fils du prophète Mahomet. Après l'attentat, de nombreux fidèles se sont joints à la procession. La tuerie n'empêcherait pas la marche d'arriver à destination à Zaria où est basé le mouvement dirigé par le cheikh Ibrahim Zakzaki. Selon le mouvement terroriste, un premier kamikaze a d'abord été arrêté puis avoué qu'un second porteur de bombes se trouvait dans la foule, mais celui-ci avait explosé sa charge au milieu des fidèles avant d'avoir pu être identifié. L'homme arrêté a expliqué avoir été envoyé par Boko Haram qui a déjà ciblé les chiites de la région. En novembre 2014, une explosion avait tué au moins 15 personnes et blessé une cinquantaine d'autres dans la ville de Potiskum, capitale économique de l'état de Yobe. L'attentat visait déjà une procession de fidèles commémorant l'Achoura. Le groupe utilise souvent des kamikazes pour viser des civils depuis le début d'une offensive lancée cette année par les forces armées nigérianes pour reprendre les territoires conquis dans le nord-est du pays. Le président nigérian Mamadou Buhari a donné aux responsables militaires jusqu'à la fin de l'année pour mettre fin à l'insurrection, mais des experts considèrent que cet ultimatum est irréaliste. Au Nigeria, l'insurrection de Boko Haram et sa répression ont fait au moins 17 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés depuis 2009. C'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Donc l'Afrique est une victime du terrorisme mondial.
C'est un sujet tout à fait important et le terrorisme ne connaît ni patrie, ni frontières, ni religion. Et à la lumière de ce que je viens de vous annoncer, ça sera notre discussion avec le Dr Ibrahim Choukri, spécialiste dans les affaires africaines. C'est un expert dans le domaine de sécurité, mais aussi c'est un professeur à l'Académie de police, un professeur de droit à l'Académie de police avec plus de précision, qui va nous parler de ce sujet, ce grand sujet, la lutte contre le terrorisme. Exige toujours des efforts harmonisés, coordonnés entre les différents pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon point de vue? D'abord, bonsoir M. Hani, fier d'être avec vous sur votre chaîne, respectueux. Et ensuite, si on parle du terrorisme, vous voyez que le terrorisme est devenu totalement international. Nous voyons plus que 4 ou 5 pays, des grands pays du monde, qui sont complètement dans l'affaire du terrorisme, attaqués ou peut-être d'autres qui sont accusés. Donc on parle de la France, de la Russie, aussi de la Turquie, et la région syrienne, et l'Égypte était en premier lieu attaquée par le terrorisme. Donc si on va aborder cette affaire-là de l'Afrique, moi je vois que l'Afrique aussi est un peu endommagée du terrorisme, parce que si on parle des attaques contre l'Égypte c'est au sommet de l'Afrique, et la Tunisie aussi. Il y a eu une attaque contre les gardes présidentielles il y a pas quelques jours, et au centre de la région africaine ou du continent africain, on voit les attaques et les affaires terroristes qui se déroulent sur le territoire de Mali. Et on entend le nom de Boko Haram, et on sait bien que Boko Haram, c'est un organisme terroriste qui est en grande relation, une relation étroite et continuelle avec Daesh, qui était aussi d'origine Qaeda. Donc il y a des terroristes qui font beaucoup d'actes terroristes. On entend aussi des affaires terroristes qui se sont déroulées au niveau de Tchad quelques jours. Donc est-ce que, c'est la question qu'on se pose, et on doit chercher la réponse, est-ce que l'Afrique est au centre de la menace du terrorisme? Bon, je vois qu'il y a des forces internationales qui essaient de dériver et diriger la situation envers l'Afrique, parce que nous avons entendu que les Africains veulent faire une sorte de coordination et de coopération mutuelle entre eux-mêmes, et ça c'est contre les forces internationales qui ne veulent pas ça, qui veulent Afrique comme une colonisation. C'est un continent qui a été colonisé par les forces internationales, donc ils ne veulent pas de réponse. Et même comment affaiblir les États africains à travers la création d'un foyer ou d'un centre ou d'une base de terrorisme au sein de la Libye. Et ça à partir de l'aide de l'OTAN et de l'aide des Européens. Bien sûr, l'affaire libyenne, c'est un point de départ, terroriste pour 2 niveaux en même temps. Le niveau arabe, c'est-à-dire ils peuvent envoyer et transférer les terroristes de la Libye dans les pays arabes, et aussi envoyer des terroristes au niveau africain. Donc il faut prendre aussi en considération que les États-Unis, ils ont plus que 3 ou 4 bases militaires au niveau de l'Afrique. Une de ces bases qui se trouve, 1 ou 2 bases à l'est de l'Afrique, jusqu'au Tanzanie, et à l'ouest de l'Afrique, il y a aussi des bases militaires américaines qui se trouvent dans quelques régions de l'ouest de l'Afrique. Donc les forces internationales, c'est-à-dire les gens qui commandent avec eux l'affaire des armes et qui ont la technologie moderne pour faire une guerre moderne, ils ont les moyens pour contrôler les terroristes et pour faire ce genre d'attaque. Aussi, on prend en considération que, en principe, l'être humain africain, il est un type de bon cœur. Je connais les Africains, j'ai travaillé conseiller technique, chef d'état-major de la police dans un pays africain, de nos frères africains. Aussi, en Égypte, j'étais le directeur du centre africain des études de recherche de crime. Donc, j'étais en contact quotidien avec mes frères africains qui viennent de la plupart des pays africains, plus que 30 ou 33 pays africains. Je connais bien qu'ils sont de bon cœur, qu'ils essayent d'améliorer eux-mêmes, qu'ils essayent de venir ici pour prendre des stages de formation, soit dans le domaine sécuritaire, soit autre, c'est-à-dire les études au niveau de l'université du Caire, l'université Al-Azhar, tout ça. C'est
ces études et cette formation, même au niveau des journalistes, il y a eu un stage de formation. Oui, je sais, mais actuellement, les Africains exigent quoi pour lutter contre le terrorisme? En bref. Qu'est-ce qu'ils visent eux-mêmes? Donc les Africains eux-mêmes, ils doivent faire une sorte de... Ils doivent être unis ensemble, ils doivent être en coopération, c'est-à-dire échange des informations, formation continuelle, et il doit y avoir aussi un changement économique entre les pays africains, c'est-à-dire la solidarité de l'Union africaine, c'est très intéressant ce jour-ci. Donc je dois conclure cette édition avec vous, monsieur le général Ibrahim Chokri. Unis, ensemble, nous pouvons non seulement lutter contre le terrorisme, mais aussi bâtir, construire un nouvel avenir pour les Africains, pour l'Afrique tout entière et même pour l'avenir du Proche-Orient. Merci beaucoup et merci, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis pendant ces presque 60 minutes. Rendez-vous demain avec un autre collègue, une autre équipe et votre émission quotidienne directe.